les deux pays ont vu qu'il y avait des intérêts communs. Il est possible aussi que les Turcs aient voulu normaliser avant les élections en Israël, puisqu'on ne sait pas, peut-être que Netanyahou va revenir en novembre. Et c'est ça qui explique que les conditions étaient réunies pour la normalisation. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne en Zoom avec Rémi Daniel. Rémi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Bokaro. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSS et que vous êtes un spécialiste des relations entre Israël et la Turquie. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour expliquer ce dernier développement. Donc, l'officialisation, on va dire, de cette normalisation entre Israël et la Turquie. Alors, d'abord, maintenant, pourquoi maintenant? C'est la première question que je voudrais vous poser. Je pense qu'il faut retourner à fin 2020, quand Erdogan, après une décennie de politique assez agressive, très indépendante, se retrouve totalement isolé au Moyen-Orient et sur la scène internationale, et il lance une série de rapprochements avec différents pays, l'Égypte, les pays du Golfe et aussi Israël. Et ce qui se passe, et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que Israël réagit sans grand enthousiasme. Et en plus, il y a eu l'opération Shomer HaChomot où la Turquie était très contre Israël. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une série d'opportunités que les deux pays ont su saisir pour recréer la confiance qui avait disparu entre les deux et finalement convaincre Israël de normaliser. Alors, ces opportunités, ça a été d'abord l'élection de Yitzhak Herzog, avec Erdogan qui l'appelle et un contact personnel qui se crée entre les deux. Il y a eu l'arrestation d'un couple de touristes israéliens en novembre 2021 qui a permis de vérifier que les deux présidents étaient toujours en contact, une visite du président, des visites des ministres des Affaires étrangères. Il faut aussi souligner les services de sécurité turcs et israéliens qui coopèrent cet été contre des tentatives iraniennes contre des Israéliens en Turquie. Tous ces événements ont finalement convaincu les Israéliens d'accepter l'appel turc à normaliser les relations, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, il y a aussi un autre élément. Il est clair que cette relation, elle a pu être réenclenchée après le changement de pouvoir en Israël. Il est clair que ça ne pouvait pas se faire sous Netanyahou, mais que c'était beaucoup plus propice dans le gouvernement Bennett-Lapid, en dépit du fait que, dites-moi si je me trompe, Bennett n'était pas particulièrement favorable au début, hein. Oui, alors c'est des questions un peu compliquées parce que Erdogan et Netanyahou ont déjà réussi à faire une normalisation en 2016 entre les deux. Alors cette normalisation n'a pas tenu, mais ils ont de fait prouvé qu'ils étaient capables d'améliorer les relations entre les deux pays. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est moins possible parce que vraiment, dans tout le monde politique turc, Netanyahou est devenu une figure tellement haïe que ça aurait été très compliqué pour le président turc de normaliser avec Netanyahou. Juste une petite anecdote, un des membres de l'opposition a insulté Erdogan en disant qu'il était le Netanyahou turc et le président turc a porté plainte pour atteinte à l'honneur du président. Donc Ouais. vraiment, c'est pour que vous compreniez à quel point le nom Netanyahou est chargé en Turquie. Après, ce qui est vrai, c'est que Bennett n'était pas emballé. Il y avait d'autres membres du gouvernement qui n'étaient pas emballés. Sall, Lieberman, même Lapid. Ce sont des gens qui sont connus pour avoir eu des positions assez opposées à Erdogan. Mais finalement, encore une fois, les deux pays ont vu qu'il y avait des intérêts communs. Il est possible aussi que les Turcs aient voulu normaliser avant les élections en Israël, puisqu'on ne sait pas, peut-être que Netanyahou va revenir en novembre. Et c'est ça qui explique que les conditions étaient réunies pour la normalisation. Est-il vrai que, d'une certaine manière, les Israéliens servaient pour Tayyip Erdogan d'intermédiaire en direction de l'administration Biden, une volonté de Erdogan de se rapprocher aussi de la Maison-Blanche? Oui, et c'est très clair que ce triangle Ankara-Washington-Jérusalem, c'est quelque chose qui existe même avant Erdogan. Les Turcs ont toujours considéré qu'avoir des bonnes relations avec Israël, c'était un moyen d'avoir des meilleures relations avec les États-Unis. Or, vous avez raison de le souligner, depuis l'élection de Joe Biden, qui est un président beaucoup moins sympathique vis-à-vis d'Erdogan que l'était le président Trump, Erdogan a besoin d'améliorer ses relations avec les États-Unis. Il n'y arrive pas totalement. Il essaye, avec sa position d'Ukraine, avec d'autres gestes vis-à-vis des Américains. Ça ne marche pas trop. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il retourne à la carte que les Turcs aiment jouer face aux Américains, l'amélioration des relations avec Israël. Alors, parfois, on a du mal, et il faut bien l'avouer, à suivre les démarches diplomatiques de Tayyip Erdogan parce que
voilà, on voit ce rapprochement d'un côté avec Israël, avec ce que je disais, peut-être donc cette volonté peut-être de se rapprocher aussi des États-Unis, mais il y a de l'autre côté un axe très clair aujourd'hui. On l'a vu il y a quelques semaines avec le sommet à Téhéran. Il y a l'axe, on va dire Téhéran, Ankara. Beyrouth, véritablement, je ne sais pas si on peut l'appeler l'axe du mal, mais c'est un axe problématique. Alors, je ne sais pas si j'appellerais ça un axe. C'est tout d'abord un des pays importants de ces trios. En fait, c'est un trio Turquie, Russie, Iran. Et c'est Oui, ça oui, qui c'est Russie, c'est ce que je voulais dire. Oui, effectivement, Poutine, Iran et Turquie, oui. Et en effet, c'est problématique, pas seulement pour Israël, c'est aussi problématique pour les alliés occidentaux de la Turquie. Par contre, je nuancerais ça parce que les relations entre la Turquie et la Russie ou les relations entre la Turquie et l'Iran ne sont pas sans tension. Avec l'Iran, par exemple, il y a vraiment une concurrence, une rivalité turco-iranienne en Irak. Il y a des tensions entre la Turquie, la Russie et l'Iran dans le Caucase. Entre la Russie et la Turquie, il y a des tensions aussi entre les trois pays en Syrie. Tout ça crée des conditions pour qu'on nuance l'idée qu'il y a un axe entre Ankara, Téhéran et Moscou. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Erdogan joue un jeu d'équilibriste plus ou moins réussi et qu'en ce moment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a plutôt envie de dire aux Occidentaux, attention, j'ai fait quelques gestes en votre direction, mais je peux retourner à mes anciens alliés, qui étaient la Russie et l'Iran, plutôt vers 2015, 2016, 2017. Si vous ne me donnez pas ce que je veux, je peux changer une nouvelle fois de politique, et c'est un avertissement aussi pour les Israéliens. Alors, la question maintenant clé que certains se posent, en tout cas, c'est de savoir est-ce que finalement on est véritablement engagé dans une période de normalisation où il peut y avoir des rebondissements parce que on l'a vu à plusieurs reprises, vous le disiez tout à l'heure aussi à propos de Netanyahou, il y a eu déjà une réconciliation, il y a eu des dédommagements, et puis finalement Erdogan s'est retourné. Oui, alors c'est sûr que le passé, ou même si on regarde ce que je disais, hein, l'espèce de retournement que la Turquie fait entre Washington et Moscou, on a envie d'être très prudent. Et il y a des raisons pour être très prudent, parce que par exemple, en 2018, ce qui avait fait s'écrouler la normalisation, c'était la décision de Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem et les conséquences que ça avait eu sur la bande de Gaza. Et là, d'emblée, Erdogan a rappelé que Jérusalem et Al-Aqsa étaient importants pour la Turquie, que la cause palestinienne était importante pour la Turquie. Ce qui est vrai, c'est qu'il a trouvé un moyen de tout concilier en disant j'améliore mes relations avec Israël pour protéger les droits des Palestiniens, puisque avec une meilleure relation avec Israël, je peux exprimer plus clairement ce que la Turquie pense. Donc il a trouvé un moyen rhétorique de tout concilier, mais en cas de crise, il est sûr que c'est un risque pour la normalisation. Après, par rapport à 2016, la tactique adoptée par les Israéliens est un petit peu différente. En 2016, on a commencé par échanger les ambassadeurs en espérant que ce serait le premier pas vers une amélioration des relations. Cette fois-ci, comme je l'ai dit, on a d'abord attendu qu'il y ait déjà une certaine amélioration des relations pour échanger les ambassadeurs. Donc, il y a une base plus large à cette normalisation en 2022. Alors derrière cette amélioration, concrètement, cette amélioration, elle va se traduire dans quel secteur essentiellement? Et pour ajuster ma question, est-ce qu'il peut y avoir aussi une coopération en matière sécuritaire, c'est-à-dire comme c'était à l'époque, il y a de l'époque pré-Erdogan, où les Israéliens amélioraient les performances, par exemple, des avions de chasse turcs. Est-ce qu'on peut revenir à ce genre de coopération? Il y a déjà eu une coopération un peu plus limitée, mais qui a eu lieu, comme je le disais, cet été, puisque les services de Oui. sécurité et les services secrets turcs et israéliens ont réellement coopéré ensemble face à une menace commune, la menace iranienne dans ce cas précis. Après, je ne suis pas sûr que les Israéliens sont prêts à aller si rapidement vers une coopération sécuritaire avec la Turquie. Encore une fois, il y a une question de confiance à reconstruire et on n'en est pas encore là. Il faut le dire aussi que l'armée turque n'est pas ce qu'elle était dans les années 90 ou 2000, elle est moins indépendante, donc elle sera plus soumise aux décisions du gouvernement et d'Erdogan. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est tout d'abord l'amélioration des relations politiques, cet échange des ambassadeurs, aussi des contacts plus importants entre les deux pays, entre les universitaires, entre les hommes d'affaires aussi.
vraiment, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que l'APID mentionne beaucoup les conséquences économiques de cette normalisation, et c'est visiblement un domaine qui va être investi par les deux pays après la décision de juin. Eh bien, Rémi Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté de nous éclairer sur donc, ce dossier des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie qui reviennent au beau fixe, hein, bien entendu. Et on va voir effectivement si ça se maintient dans le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée.